Bonsoir à tous sur ce soir Commode TV. Comme tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30, on reçoit donc des personnalités de la transition énergétique, des acteurs de terrain engagés qui sont là pour nous faire un témoignage de leur champ de compétences, de ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Donc ce soir, on reçoit effectivement Marion, qui est directrice innovation et R&D chez CVE. Qui est alors elle va nous le présenter, donc c'est effectivement une entreprise qui développe des projets d'énergie renouvelable, mais elle va nous le présenter mieux que je ne le fais actuellement. Et ensuite, effectivement, on a prévu tout un tas de questions ce soir pour voir un petit peu que Marion nous explique un petit peu ce métier, ses évolutions. Et comme d'habitude, je vous propose de poser vos questions que vous souhaitez poser à Marion. Vous pouvez le faire en allumant votre micro et en posant directement la question à Marion, soit en l'envoyant par chat. Et à ce moment-là, je ferai un plaisir de relayer vos questions pour effectivement ponctuer cette intervention avec les questions que vous auriez envie de lui poser. Donc voilà. Sans trop pas attendre, je vais laisser la parole à Marion, que je vais lui demander de se présenter personnellement. D'abord, d'où elle vient, est-ce qu'elle a une formation plutôt technique, plutôt commerciale, plutôt politique, plutôt médicale? Je sais pas, en fait. Alors, Marion, d'où venez-vous? Comment vous avez atterri dans les énergies renouvelables? Alors, bonjour à tous, bonjour Grégory. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à ce café débat. Je suis ravie de participer et d'être là avec vous ce soir pour parler d'énergie renouvelable. Alors moi, Marion, qui suis-je? Donc, je suis ingénieure de formation, ingénieure de l'école polytechnique. Et quand j'ai quitté l'école, j'ai choisi de rejoindre EY, le cabinet EY dans le département Clean Tech et Sustainability. J'avais déjà envie de travailler dans un métier à impact positif. Et donc, j'ai travaillé chez EY pendant une petite dizaine d'années, d'abord à Paris, puis à Montréal et à Lyon. Puis ensuite, en tant que Marseillaise, j'ai souhaité rejoindre Marseille et j'ai rejoint donc la CMA-CGM, qui est donc une entreprise du transport maritime, chez qui j'ai travaillé sur des questions notamment liées à la transition énergétique. C'est un gros enjeu, la transition énergétique du transport maritime, donc c'était passionnant. J'y ai travaillé pendant 5 ans. Et puis, petit à petit, je me suis dit: «Non, mais en fait, il faut que je travaille du côté des solutions» et donc c'est ainsi que j'ai rejoint CVE. Donc CVE, anciennement Cap-Vert Énergie, nouvellement changeons notre vision de l'énergie, il y a 18 mois pour prendre un poste donc de direction de l'innovation chez CVE, à Marseille donc. OK, très bien. Merci Marion pour cette présentation. Alors CVE, donc changeons la vision de l'énergie. Alors c'est vrai que c'est un mot qui a un titre qui explique pas mal de choses. Mais présentez-nous un petit peu l'entreprise, voilà les quelques métriques que vous avez sur l'entreprise pour qu'on sache à peu près de quel acteur on parle. Oui, tout à fait. Alors CVE, c'est une entreprise qui a été créée il y a environ une dizaine d'années par trois associés fondateurs qui avaient envie de créer une entreprise qui avait un impact positif sur l'environnement, mais aussi sur la société. Et donc, cette entreprise a été créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle représente 207 personnes, donc une progression plutôt intéressante. Et CVE, on se qualifie comme une entreprise donc, de production d'énergie renouvelable multi-énergie, puisqu'on est présent sur la production d'énergie solaire photovoltaïque, mais également la production de biogaz par méthanisation et la production de petite hydroélectricité. Donc multi-énergie, mais également multi-pays, puisque même si notre siège est à Marseille et nous avons évidemment une grosse partie de notre activité qui se situe en France, on a également une filiale aux États-Unis qui est basée à New York, une filiale au Chili, donc à Santiago, et on est en train d'ouvrir une filiale en Afrique du Sud qui va rayonner sur différents pays africains. Voilà, et on rajoute depuis peu un dernier terme qui est intéressant, qui est le terme de multilocal, donc multi-énergie, multi-pays et multilocal, parce que chez CVE, on défend une vision de production des énergies renouvelables dans un modèle territorial qui répond à des besoins du territoire et dans un modèle de vente directe aux collectivités et aux industries. Alors peut-être pour rajouter des chiffres, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a une puissance installée de 450 mégawatts, un chiffre d'affaires sur l'année 2020 de 38 millions d'euros et qu'on a des objectifs de développement qui sont assez importants puisque à l'horizon 2025, on vise une production un parc de 2 gigawatts, dont la moitié à l'international. Voilà, et pour financer ce développement, on a fait appel
On a réalisé une levée de fonds l'année dernière et donc on a un fonds d'infrastructure qui est rentré au capital, qui s'appelle ICG et on a levé 100 millions d'euros en 2020. D'accord. Mais nous restons indépendants. D'accord. Donc, du coup, vous passez donc de 450 mégas actuellement à 2 gigas en 4 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. C'est ça. Donc, on compte beaucoup sur l'international. On compte aussi sur le développement de nos projets autres que solaires. Notamment, on va connaître une grosse accélération sur le biogaz, puisque aujourd'hui, on a quelques projets biogaz en exploitation. On en a 4. Mais on a plus d'une vingtaine de projets dans les tuyaux. Donc ces objectifs, ils s'appuient sur des projets concrets. D'accord. Donc, donc aujourd'hui, solaire, biogaz, petit hydro, pas d'éolien? Pas d'éolien pour l'instant, pas d'éolien a priori à l'horizon 2025 non plus. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur nos 3 énergies, solaire, biogaz et hydro. D'accord. Alors, une petite question sur le biogaz. On regarde des baisses de coûts assez rapides sur le solaire, sur l'éolien. Le biogaz, c'est plus compliqué quand même. J'ai l'impression que c'est un modèle économique qui met du temps à sortir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions pour pouvoir sortir le gaz à un prix du gaz vert. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie valeur marchande, parce que c'est un gaz qui est comme du bois. Enfin en termes de c'est un cycle. C'est pas du gaz fossile qui est utilisé. Donc c'est quelque chose qui est vertueux. Que les infras sont en place. Les gens ont déjà des chaudières à gaz. Donc du coup, c'est assez facile d'implémenter ce type d'énergie. Mais ça reste encore le coût. Donc comme vous dites qu'effectivement vous avez prévu de vous développer fortement en mettant effectivement de regarder sur ce biogaz. Vous avez des brevets particuliers, vous avez des choses particulières qui vous permettent d'être confiant, parce que c'est vrai que moi j'ai discuté avec pas mal de vos concurrents et sur le biogaz, ils ont du mal à trouver une rentabilité marché, quoi. C'est très subventionné. Oui, alors en fait, on pourrait dire que c'est subventionné un peu au même titre que le solaire, c'est-à-dire que un projet de production de biogaz par méthanisation, c'est un projet territorial. Enfin, nous, on intervient en tout cas sur la méthanisation territoriale. Donc, on va, pour rapidement redonner le principe à tout le monde, on va aller chercher des intrants sur le territoire, donc des matières organiques qui ont un pouvoir méthanogène, qui ont le pouvoir de générer du biogaz. Donc, ça peut être des biodéchets, ça peut être des déchets de l'industrie agroalimentaire, ça peut être des déchets agricoles. Donc, on va chercher sur le territoire l'ensemble de ces intrants. On va les faire digérer dans un digesteur qu'on appelle un méthaniseur, qui va produire du biogaz. Et ce biogaz, il va être constitué à 60% de biométhane, qui va être injecté dans le réseau de gaz français. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. Et 40% de CO2. Et effectivement, on bénéficie de tarifs d'injection du biogaz qui sont subventionnés par l'État, puisque le biogaz aujourd'hui, son coût de production, il est 4 fois plus élevé que le coût de production du gaz naturel, le coût d'extraction du gaz naturel. Donc effectivement, il y a un besoin qui lui est gratuit. Parce que du coup, le gaz naturel, il n'y a pas besoin de fabriquer, il est déjà exactement. Il faut l'extraire. Et transporter. Et le transporter, c'est à grande distance. Exactement. Donc effectivement, on bénéficie de subventions pour ça. Alors, d'un tarif d'achat en tout cas préférentiel. Ces tarifs sont d'ailleurs en train de diminuer. Donc, on travaille. L'équipe biogaz et l'équipe technique biogaz travaillent activement à optimiser nos process de production de biogaz. On regarde par exemple des jumeaux digitaux de nos centrales biogaz qui nous permettraient d'optimiser exactement le mélange d'intrants en entrée de méthaniseurs pour réduire les coûts. On regarde aussi d'autres façons d'obtenir des revenus en valorisant nos externalités. Donc, comme je vous disais, il y a 60% de biométhane et il y a 40% de bio-CO2. Ce bio-CO2, pourquoi pas le valoriser chez des consommateurs de CO2. Par exemple, les serres agricoles sont des consommateurs de CO2, donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Comme sous-produit de la méthanisation, il y a également du digestat. Et le digestat peut constituer un excellent amendement organique qui pourrait servir de fertilisant pour les agriculteurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire. On a développé une offre qui s'appelle Régénère, qui vise à commercialiser ce digestat auprès d'agriculteurs pour qu'ils puissent l'épandre et bénéficier d'un fertilisant naturel, disons. D'accord. Donc, en termes de baisse de coûts, aujourd'hui, vous dites que c'est racheté 4 fois le prix marché, ça va baisser.
Du coup, vous pensez que vous avez des réserves de puissance pour pouvoir baisser votre... Parce que du coup, voilà, alors si c'est racheté 4 fois, peut-être que ça vous coûte 3 fois pour faire un peu de marge, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de projet. Ouais, Donc, ouais. si demain le tarif est à 3 fois le prix marché, comment vous faites pour continuer à en développer là? Est-ce Eh que vous ben, avez, est-ce que c'est de la R&D? Est-ce que vous avez besoin de R&D? Est-ce que vous avez besoin d'acheter, faire de la croissance externe pour acheter des technologies que vous n'avez pas? Est-ce que c'est aller dans des pays où le gaz est plus cher? Comme ça, du coup, Oui, 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 tout à fait. Ça fait partie des différentes pistes de réflexion de CVE. Alors nous, en fait, on travaille directement avec des fournisseurs de technologies, c'est-à-dire qu'on va organiser, ça je l'ai peut-être pas dit au début en présentant CVE, on a vraiment un rôle, on est présent sur toute la chaîne de valeur du projet d'énergie renouvelable. Donc c'est-à-dire qu'on est développeur, on va faire financer le projet, on va faire construire le projet, on l'exploite, on reste dans la durée. Donc, on est vraiment présent sur toute la chaîne, mais sur la partie construction, on va faire appel à des experts de la technologie. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille sur l'amélioration des des prix? performances des D'accord, différentes et du technologies. rendement. Après, peut-être quelque chose qui est important de souligner, c'est que le développement d'un projet biogaz, il faut bien se mettre ça en tête, c'est 5 ans minimum. Parce que ça nécessite des concertations avec l'ensemble du territoire, ça nécessite d'être super bien D'accord. ficelé. Et donc, quand je vous annonce des croissances importantes sur 2025, ça se base sur des projets qui sont déjà en cours, en fait. D'accord. Très bien. OK, et du coup, j'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure sur, vos activités. Donc effectivement 450 mégas installés. Mhm. Vous les avez développés pour compte de tiers, ou c'est une partie vous appartient actuellement en termes de en tant que producteur d'énergie? Ou est-ce que vous avez fait du clé en main? Alors nous, on a un modèle de développement où en fait on développe des SPV, des sociétés de projet, sur lesquelles on est au capital des sociétés. Et Donc donc c'est c'est vous nous qui... vous êtes propriétaire de tous ces moyens de production? Vous travaillez pas vous faites pas, par exemple, si On tout ce qui fait... est méthaniseur, si Ouais. un agriculteur vous dit: «Moi, je veux acheter un méthaniseur», vous dites: «Non, non», enfin, vous investissez pour le construire, Oui, oui, et nous, après vous louez on le fait... terrain, vous faites la location de terrain de l'agriculteur, vous négociez les contrats d'entrant, mais après c'est vous Exactement. qui exploitez, la machinerie, quoi. Absolument, ouais, ouais, tout à fait. D'accord. En tout cas, en Donc vous France, c'est le modèle qu'on développe. Sur d'autres géographies, on envisage d'autres modèles de développement, comme celui que vous mentionnez, donc de PC notamment, où on fait d'accord. uniquement l'ingénierie, la construction, voilà. Mais disons que notre modèle phare, c'est celui-là, effectivement. D'accord. Donc vous êtes en fait producteur d'énergie, quoi, plutôt que On est développeur. OK. producteur d'énergie, ouais. Heu, On d'accord. est, en fait, on est tout. On est développeur, exploitant, producteur d'énergie. C'est D'accord. justement ouais, voilà. On est présent sur tous les maillons de la chaîne et on est même, on fait financer les projets. Donc, on a une grande équipe d'ingénierie financière qui travaille dur D'accord. à monter les financements. Ouais. Alors, tous les maillons, il en manque un, mais on va en parler, ça sera partie c'est ce que vous dites, tous les maillons, vous produisez l'énergie, vous l'installez, mais il manque la partie commercialisation de Ah l'énergie, oui, et alors ça sera une partie des questions qu'on pourra se poser, parce qu'effectivement la boucle est bouclée quand on est capable d'aller, voilà, du berceau à la tombe, que pour les produits manufacturés. Mais pour vous, dans le secteur de l'énergie, c'est de la génération de la molécule ou de l'électron, enfin du kilowattheure, jusqu'au consommateur final qui allume sa cafetière. Et donc du coup, ça fera partie d'une partie de questions ouais, c'est ça. qu'on gardera pour tout Disons, à l'heure. Alors on va y aller progressivement. Donc on a parlé un peu de la méthanisation, effectivement, qui permet de faire du biogaz, avec des enjeux importants de baisse de coûts, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui qui baisse pas assez vite par rapport effectivement à ces contraintes de baisse de subventions. ouais. 2e sujet sur tout ce qui est solaire. Alors quels sont vos modèles actuellement de développement pour le solaire? Ça représente aujourd'hui, le solaire, une très faible part de consommation d'électricité aujourd'hui. Comment vous le voyez, le solaire se développer dans le mix énergétique? Alors, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez important, que je répète souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le solaire, si on regarde les chiffres, en fait, on est en France, inférieur à 3. Enfin, le solaire représente moins de 3 de la production électrique française, et à l'échelle mondiale, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Donc effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire, le solaire, ça représente vraiment pas grand-chose. Sauf qu'en fait, on est vraiment aujourd'hui à l'aube, je pense, hein, d'une révolution du Mmh. paysage énergétique mondial et de la production d'énergie et d'électricité en particulier. Alors sur le mix, bien sûr, puisque on hérite, même si on hérite d'un modèle qui est
complètement dépendants des énergies fossiles, hein, puisque aujourd'hui, la production d'énergie, ça représente plus de 60% des émissions de CO2 mondiales. Donc, on a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet-là. Et donc, on va assez assurément observer un changement, un basculement complet sur le mix énergétique mondial. La part du solaire va augmenter de manière significative, comme d'ailleurs le prévoit l'IEA, hein, l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit que le solaire en 2050 représentera l'une des sources de production d'électricité majoritaire dans le monde. C'est-à-dire 50%? Majoritaire, c'est quoi? C'est 50? 60%? Non, je crois que l'IEA, c'est un peu moins de 50%. Enfin, il y a différents scénarios, en fait. C'est l'ordre de grandeur. Oui, Ouais, il y a plein de scénarios. Ouais. Mais c'est ça, en fait. En gros, les deux énergies qui sont scalables, c'est l'éolien et le solaire. Parce que les autres, ça va être plus compliqué de passer à l'échelle, quoi. Exactement. Donc, c'est l'éolien et le solaire qui vont représenter une part très importante du mix électrique mondial. Et en fait, juste peut-être pour préciser, l'IEA se projette en 2050, mais c'est important d'y réfléchir maintenant parce que toutes les infrastructures de production d'énergie sont des infrastructures sur des temps très longs. C'est-à-dire que quand on investit dans une centrale à gaz, sa durée de vie, c'est 30 ans. Une centrale nucléaire, sans rentrer dans le débat, ça peut être 40 ans ou plus ou moins. Une centrale hydro, c'est 50 ans. Une centrale solaire, c'est 30 ans. Donc, si on veut aujourd'hui construire le modèle énergétique de demain, de 2050, en fait, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin d'investissement dans le solaire, dans l'éolien également. Et peut-être pour rajouter, je pense qu'on assiste à une révolution, et notamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'année 2020, on a eu une flopée d'annonces quand même assez réjouissantes. On a eu des pays qui se sont positionnés pour dire qu'ils allaient devenir zen, zéro émission nette, à des horizons de temps assez différents, 2060 pour la Chine, 2050 pour l'Europe. L'Allemagne a même dit qu'elle serait 5 ans prête plus tôt en 2045. Le Japon, la Corée du Sud, enfin bref, même les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris. Tout ça dans les 12 derniers mois. Enfin, je trouve que c'est un signal qui est quand même très fort pour dire que oui, le solaire aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais demain, ça va être énorme. Donc voilà, c'est notre vision. Ok. Alors, c'est vrai ça, c'est les annonces politiques. Hein. On les connaît, les politiques. Hein. Ils font plein d'annonces. Ça mange pas de pain. Ça fait plaisir. Ça fait l'occasion de prendre la parole et de prendre un peu de place dans les médias. Mais on voit bien que nous, on fait aussi des belles annonces en France. Et aujourd'hui, on est très en retard sur je crois qu'on est quasiment le dernier pays européen hein, au niveau progression du renouvelable. On était bien passé avec le hydraulique, on avait pas mal de production hydraulique, on avait beaucoup plus d'énergie renouvelable que les Allemands il y a 20 ans. Et aujourd'hui, là, on est carrément en retard sur les Allemands. Ouais. Alors, vous vous dites, effectivement, on va arriver à 45% d'éolien, 45% de solaire en 2050. On est à 3% aujourd'hui. On devait, en termes de progression, on devait être à 23% d'énergie renouvelable. C'est un objectif assez faible en France et on est à 18%, on a du mal. Et à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui dit « Ah, c'est super, on va tout changer, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. » Et à chaque fois, bah oui, on voit ce qu'on voit, on voit qu'on est en retard. Dans les pays européens, sur 20, je sais pas, on doit être avant-dernier, je crois, européen, en termes d'atteinte des objectifs. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir un réel qui rattrape le rêve de nos politiques, enfin le rêve, qui rattrape les propos des politiques? Qu'est-ce qui manque? Alors, c'est vrai que on a des objectifs. Oui, on a des objectifs qu'on arrive pour l'instant pas à atteindre. Chaque année, on se dit bah tiens, on est en dessous des objectifs qu'on s'était fixés, en tout cas sur le solaire, d'un point de vue filière, hein, j'entends. Donc clairement, il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette étude de France Territoire Solaire qui s'appelle le parcours du combattant pour développer des projets solaires. Et je pense que c'est un travail remarquable hein, qui a été fait par France Territoire Solaire, mais c'est surtout une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet solaire au sol, pour se développer, il va mettre 4 ans. Là où en Allemagne, je crois que c'est 1 an. Donc on a quand même, alors c'est peut-être une spécificité française, je ne sais pas, tout un tas de contraintes administratives et réglementaires à adresser quand on cherche à développer un projet solaire qu'il est important de lever aujourd'hui. Si on veut, à mon avis, accélérer un petit peu le mouvement, il y a un choc des simplifications, enfin peut-être pas jusque-là, mais à opérer. On revient sur le discours des politiques. Rappelez-vous, Hollande disait on va faire un grand choc de la simplification.
enfin, sans rentrer dans les politiques, enfin, je pense que j'ai pris Hollande comme exemple, mais on aurait pu prendre son prédécesseur. Donc, on n'arrive pas à simplifier, en fait. On n'arrive pas. Et du coup, c'est quoi la solution? C'est d'aller à l'étranger? C'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant pour CVE, c'est vraiment cette approche multi-pays. Et typiquement, pour donner un exemple, aux États-Unis, en fait, on a déjà un modèle de production de l'énergie qui est décentralisé. On a une approche qui est très pragmatique. Et donc, CVE aux États-Unis participe notamment à des programmes qui sont développés par les États américains, qui s'appellent les programmes Community Solar, donc de solaire communautaire. Où en fait, au niveau d'intérêt, donc l'État soutient le développement d'une centrale solaire et ensuite on propose aux citoyens, entreprises, collectivités du territoire qui entourent donc la centrale solaire de louer une partie de cette centrale solaire et de bénéficier en contrepartie d'une électricité à prix réduit par rapport à une électricité brown, enfin donc grise, noire, enfin bref, carbonée là-bas. D'accord. Et donc, c'est des modèles de développement qui sont assez intéressants. Par exemple, du coup, on a une offre qui s'appelle Allo. On a aujourd'hui 900 clients sur cette offre. Donc, chose qu'on pourrait pas imaginer en France sur une centrale solaire classique. Mais on est en train, du coup, aux États-Unis, de tester le concept de PPA multi-acheteurs, finalement, avec des acheteurs, évidemment, qui s'engagent pas sur 20 ans, hein, donc, il faut convaincre les financiers que c'est des modèles qui sont stables. Mais voilà, c'est des modèles qui sont intéressants et on espère pouvoir les répliquer sur les autres géographies. Et donc, cette approche multi-pays chez CVE, elle nous permet de s'inspirer des différents modèles pour essayer de les répliquer, dans d'autres pays. D'accord, très bien. Donc, du coup, Allo, c'est un projet, il y a 900 clients, donc c'est des pros? C'est des petits pros, des gros pros? Il y a tout type de clients, en fait. C'est une multitude de clients très différents. On a des particuliers. On a également des petits industriels. Je crois qu'on a la collectivité de Melrose dans la banlieue de Boston, dont l'équipe américaine était très fière. Donc voilà, on a une multitude de clients. Et donc c'est effectivement assez intéressant comme modèle. Ouais. D'accord. Donc du coup, parce que justement, c'est la partie sur la production décentralisée, c'est ce que vous faites au niveau du territoire, donc c'est un sujet qu'on va aborder maintenant. Le problème, c'est que en France, vous savez que l'autoconsommation collective existe, hein. C'était défini à l'époque de Hollande, donc ça ne date pas d'hier. Ça a été donc voté par Ségolène Royal avant qu'elle quitte ses fonctions. Ça a été voté quelques mois après au niveau de l'Europe. Et 4 ans après, on voit, il y a eu 4 projets en France, 5 projets. Et à chaque fois qu'on regarde, enfin, moins de 20, ça c'est sûr, en développement actuellement. Et à chaque fois qu'on fait le bilan financier de projets autoconsommation collective en France, on s'aperçoit que y a tellement de taxes, tellement de contraintes sur la TURP que on est obligé de demander, de quémander des subventions aux collectivités locales pour que d'un côté, elles mettent une subvention pour éviter une taxe. Donc on se dit, on n'est pas bien, quoi. On met des subventions pour supprimer les taxes. Pourquoi on n'enlève pas la taxe carrément? Ça serait quand même plus simple et plus scalable comme système, parce que là, on est en train de faire un peu les shadows, quoi. Donc effectivement, ça crée pas mal de paperasse, ça crée pas mal de démarches administratives. Ça crée du boulot peut-être pour des gens pour les notaires, les avocats, les machins, mais au final, parce que c'est vrai que c'est des montages complexes, hein, uniques, etc. Donc ça fait pas mal d'administratif, ça manque de simplicité. Qu'est-ce qui se passe en France et est-ce que c'est plus simple aux États-Unis? Oui, donc effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que l'autoconsommation collective, c'est un vrai challenge si on veut essayer de développer ce type de projet. Il y a des projets qui existent et qui sont super intéressants. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le projet qui a été porté par Morbihan Énergie, qui s'appelle Partage Elec, qui est un projet d'autoconsommation collective qui rassemble. Alors c'est petit, hein, ça doit être 40 kilos. Autoconsommation collective sur du solaire photovoltaïque et qui rassemble 12 artisans qui se partagent comme ça l'électricité qui est produite. Alors effectivement, c'est un projet qui a été subventionné, donc
du coup, les artisans bénéficient d'un tarif de l'électricité qui est compétitif par rapport au prix de marché. Mais je trouve ça super intéressant, et d'autant plus qu'ils sont aussi en train de mettre en place un aspect social, en fait, à l'autoconsommation collective. Typiquement, de dire peut-être qu'il y a un artisan qui est en moins bonne santé financière qu'un autre, bah, peut-être qu'il va payer un petit peu moins cher son électricité, et qu'en échange, il va donner aux autres des bons d'achat ou ce genre de choses. Et je trouve qu'il y a des tas de modèles hyper intéressants à inventer sur l'autoconsommation collective, qui ont des impacts évidemment positifs sur l'environnement, mais aussi sur l'aspect social. Donc, je te rejoins. C'est dommage qu'on n'ait pas, que ce soit pas plus facile de monter des projets d'autoconsommation collective. Moi, j'ai un tempérament assez optimiste, donc j'ai tendance à penser que ça va petit à petit là se débloquer. Nous, on travaille sur certains projets qui verront le jour dans 4 ans, et on compte sur le fait qu'il y aura une simplification à la fois administrative et aussi des incitations financières qui seront un peu plus importantes pour développer ce type de projet qui effectivement sont vertueux pour les territoires. Et puis, tu le sais, l'autoconsommation, c'est aussi un moyen pour les consommateurs de mieux s'approprier, se réapproprier en fait leur consommation d'énergie, pour se rendre compte que l'énergie solaire, elle produit à midi principalement, et que du coup, il y a probablement des tas de choses à faire pour essayer d'optimiser ces taux d'autoconsommation en décalant des usages sur les heures solaires, en investissant dans le stockage, en investissant dans des bornes de recharge pour des véhicules électriques, pourquoi pas des bornes de recharge bidirectionnelles, etc. Donc, c'est un terrain de jeu, je trouve, l'autoconsommation collective qui est, ou individuelle, qui est super intéressant. Sur les États-Unis, je pourrais pas te répondre. On n'a pas de projet. Enfin, on pourrait dire que c'est de l'autoconsommation collective, le projet qu'on a, mais ouais, c'est quand même un projet qui est. Enfin, on passe par le réseau, donc et puis on va beaucoup plus loin que les périmètres aujourd'hui d'autoconsommation collective tels que définis en France. Mais Et du coup, aux États-Unis, c'est parce que ce qui tue l'autoconsommation collective en France, c'est le prix de la turpe qu'on vend à son voisin ou qu'on vend à son cousin qui habite à l'autre bout de la France. On paye le même prix, donc on se dit vraiment aucun intérêt de produire et de vendre à son voisin. Donc du coup, il faut mettre une subvention. C'est un peu idiot. Du coup, à ta place, c'était au Café Débat comme moi, il y a 2 semaines, on avait le directeur général de la Creux qui disait qu'effectivement, qu'ils avaient été ils avaient un peu la main lourde sur les taxes sur l'autoconsommation collective, parce qu'ils avaient peur que ça s'enflamme et que des boîtes comme vous d'un seul coup installe des millions de clients en autoconsommation collective et que ça échappe à tout contrôle de l'État. Donc cette peur toujours parce que c'est vrai que les énergies renouvelables, ça va tellement vite, comme tu l'as dit tout à l'heure, les prix baissent, c'est des marchés très nerveux. Donc l'administration française qui met des années et des années à prendre une décision, ils se disent oh là là, si on met trop de temps à réagir, comme ça nous arrivait en 2010 avec effectivement le moratoire, et on crée des bulles, on crée des bulles et des problèmes. Donc là, ils se disent on avait vraiment serré, là on va ouvrir un peu le robinet. Donc cet été normalement on devrait avoir un assouplissement. Alors est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas si tu as eu les infos, est-ce que tu as eu des news sur est-ce que vous attendez des choses particulières autour de ça, de l'assouplissement de la turpe? Non, alors, enfin oui, évidemment, on attend des adaptations. Alors, je vois qu'il y a Christophe Chauvet qui dit le turpe, c'est vrai que c'est le tarif d'utilisation du réseau n'est pas une taxe. Effectivement, c'est comme un péage pour utiliser le réseau électrique. Je pense qu'en fait, il y a... Non, mais c'est important de dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que on a besoin du réseau. C'est-à-dire que... Oui, mais je ne peux pas dire contraire. Oui, non, mais on a besoin du réseau pour faire circuler ces électrons, pour garantir une certaine solidarité d'ailleurs sur tout le territoire. Clairement, je pense que le développement de l'autoconsommation individuelle et collective ont un impact sur le réseau. D'ailleurs, il y a RTE qui a publié plusieurs études et qui est en train de travailler sur une étude sur les futurs énergétiques à l'horizon 2050, qui prévoit justement de
d'établir le coût finalement du développement des différents modèles de production d'électricité solaire et éolienne et enfin renouvelable de manière générale sur les réseaux. Et je pense que RTE est bien conscient du fait que on va devoir adapter le réseau, on va devoir les rendre plus intelligents. On va devoir adapter le TURP probablement. Peut-être que ce TURP, il sera favorable à certains types d'autoconsommation collective et pas à d'autres. C'est des choses qu'il faut ajuster pour pouvoir s'adapter à cette décentralisation de la production de l'énergie. On change quand même du tout au tout. C'est-à-dire que on était dans un modèle hyper centralisé avec quelques points de production d'électricité en France et on passe petit à petit à un modèle où on a une multitude de points de production décentralisés sur le territoire qui fonctionnent pas tous en même temps, enfin voilà, et en parallèle une consommation aussi qui évolue. Donc on a un besoin de faire évoluer ce réseau. Il va falloir le financer, donc par un moyen ou par un autre. Le TURP pourra notamment être un moyen de le financer. Mais je trouve que c'est des très belles opportunités, au contraire, que de réfléchir à ces futurs modèles. Et j'attends avec impatience l'étude de RTE qui doit sortir à l'automne 2020 pour voir un petit peu effectivement ce que ça va engendrer comme projet sur les réseaux. Donc merci Christophe pour cette remarque. Effectivement, la TURP, c'est pas une taxe, c'est un tarif d'utilisation du réseau. Donc mais dedans, il y a des choses qui sont collectées par tous les gens qui consomment l'énergie pour effectivement équilibrer l'offre. Effectivement, les gens qui sont qui sont loin du réseau, etc. Donc il y a une notion de répartition. Donc c'est un peu le rôle d'une taxe. C'est on taxe ceux qui ont plus d'argent pour pouvoir aider ceux qui en ont moins. Donc c'est un petit peu où vous créez des voilà. Une assurance, quoi. Oui, c'est une assurance. Donc du coup, mais après effectivement, cette TURP a été conçue pour un modèle centralisé. Et aujourd'hui, on est sur une production décentralisée. Et c'est vrai que c'est quand même complètement hallucinant de voir que pour un immeuble où on met des panneaux, un immeuble donc sur une toiture d'immeuble, parce qu'en fait, pour revenir enfin pour moi l'aberration de la TURP, c'est qu'effectivement, qui profite de la baisse des panneaux solaires aujourd'hui, ce sont les propriétaires de maisons individuelles. Parce qu'effectivement, les propriétaires de maisons individuelles, ils ont les moyens, ils peuvent acheter des panneaux solaires et ils peuvent réduire par 2 leur facture d'énergie. Les gens qui sont en ville ou les gens qui sont en location en ville et qui n'ont pas la possibilité de mettre des panneaux solaires sur leur toiture, ils payent 10% de plus l'énergie tous les ans. Donc voilà, donc c'est complètement donc le fait de créer d'empêcher l'autoconsommation collective, c'est profondément antisocial, c'est scandaleux. Et quand on regarde quand on met sur un bâtiment aujourd'hui, il y a Enedis qui a récupéré la gestion des colonnes montantes dans les immeubles et qui en est responsable les propriétaires. Ça veut dire que maintenant, quand on met des panneaux solaires sur une toiture d'un immeuble et qu'on va vendre l'énergie aux locataires, il faut payer la TURP alors qu'on a 2 mètres de câble qui a été payé par les copropriétaires, alors que si on vend l'énergie à l'autre bout de la France, qui passe par 3 postes de transformation, ça passe par de la haute tension, il y a 10% qui va partir en effet joule, on paye le même prix. Donc on se dit, c'est complètement délirant. Et si on voulait interdire, la raison principale pour laquelle aujourd'hui l'autoconsommation collective n'existe pas, c'est parce que notre réglementation est parfaitement inadaptée. Alors effectivement, l'idée c'est pas il n'y a pas un grand soir, un grand matin, on va pas tout supprimer du jour au lendemain, dire non, allez-y, c'est open bar gratuit. Mais là, on est en infraction par rapport à l'Europe. L'Europe, qu'est-ce que dit la directive européenne? Elle dit qu'il faut que le coût d'acheminement soit proportionnel au coût que ça a coûté de transporter ce courant. Donc c'est pas vrai de dire que c'est le même prix pour transporter d'une toiture d'immeuble aux gars qui sont dans l'immeuble que de transporter le courant entre la toiture de l'immeuble et à 2000 km de là. Donc aujourd'hui, on est en infraction, on va bientôt payer des amendes. Donc c'est quand même un peu délirant, mais bon, c'est la France. Ouais, après, je trouve qu'il y a quand même quelque chose en France qui est propre, enfin, qui est intéressant, qui est ancré dans nos valeurs, qui est cette solidarité sur tout le territoire. Et donc, il faut quand même toujours avoir ça en tête. Et typiquement, quand on dit, moi, je crois au développement de l'énergie solaire décentralisée, enfin des énergies renouvelables décentralisées. Mais je crois que ces boucles locales, ça doit pas être une somme de boucles autonomes en fait, parce que là, on construirait un modèle qui est pas très résilient, d'avoir plein de boucles autonomes qui peuvent pas s'entraider. Par contre, je crois que c'est des boucles locales qui doivent être interconnectées et qui doivent pouvoir s'entraider en fonction des différences du territoire, grâce au réseau. Mais pourquoi ça fonctionne, ces boucles?
il faut qu'elle soit rentable. Parce que tu ne peux pas créer un système qui n'est pas rentable et qui marche avec des subventions. Et le jour où la subvention s'arrête, il n'y a plus de projet. Donc, la solidarité, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un modèle économique derrière. C'est comme aujourd'hui, pour pouvoir payer les hôpitaux, l'école gratuite, etc. Il faut quand même qu'il y ait un modèle économique dans lequel les entreprises aient envie d'investir de l'argent pour créer de la valeur autour des entreprises. Donc, si demain, il n'y a pas de modèle économique qui tourne dans les productions décentralisées, eh ben, il n'y aura aucune solidarité. Par contre, effectivement, là, il n'y aura pas de. Voilà. Donc, c'est aberrant. Donc, c'est comme ça. Après, ça va prendre un certain temps. C'est pas forcément. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer, d'après toi, si jamais les taxes sont aussi importantes? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on a eu des lotissements qui nous appellent, qui nous disent, bah voilà, le raccordement, c'est une fortune, ça coûte super cher, etc. Le prix de l'énergie réseau, ça coûte de plus en plus cher. Finalement, on est en train de réfléchir à mettre un petit parc au sol, des batteries, et on va même pas se connecter au réseau. Et tous les gens, on va mettre des maisons BBC avec une très faible consommation, avec 30 kWh par mètre carré par an, bioclimatique, super isolé, avec voilà. Et on se dit, bah, finalement. Et donc, qu'est-ce qu'on va en train de faire? À force de mettre des contraintes sur le réseau, de dire aux gens payer des taxes, payer un tarif qui est hors de prix, bah, les gens vont dire, bah, finalement, voilà, on va faire 20 maisons. Et ben, plutôt que se raccorder, on va le faire en site autonome parce que ça coûtera moins cher. Et là, on aura tout gagné. On n'aura plus de solidarité, il n'y aura plus personne pour payer les réseaux. Et les gens qui ont empêché cette transition énergétique diront, ah bah oui, mais c'est dégueulasse, ce sont des gens qui sont des individualistes, qui sont coupés du réseau alors qu'ils auraient dû rester et payer plus cher. Donc, moi, je pense que c'est quand même, enfin, c'est criminel de laisser faire ces gens et d'empêcher que les modèles économiques puissent émerger parce que par dogmatisme, c'est quand même assez scandaleux. Bon. Après, c'est un peu politique, ça n'engage que moi. Je ne vais pas t'en mouiller là-dedans. Non, mais on a un café débat aussi. On est là aussi pour, voilà, parce que la langue de bois, ça n'intéresse pas grand monde. L'idée, c'est de dire un petit peu ce qu'on pense. Alors après, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je vous invite aussi à nous donner des contre-arguments. Mais effectivement, c'est pas facile. Enfin, aujourd'hui, ce qui est rageant, c'est que les énergies renouvelables, ça devient rentable sans subvention, sans aucune subvention. Mais on est obligé d'en demander parce qu'il y a des taxes qui sont abominables. Aujourd'hui, tu vois bien le prix du solaire, quoi, en Europe. Tu as vu les records de prix? On est à 1 centime du kilowattheure. 1 centime. Combien on paye? Non, mais et donc, du coup, et c'est pas un projet futur, c'est pas comme quelqu'un qui dirait, bah oui, demain on fera la fusion nucléaire, on va produire 1 centime. Non, et dans 70 ans, on est là en 2021, on produit 1 centime le kilowattheure. Donc, quelque part, c'est là, la transition, la révolution énergétique, elle est là. Sauf qu'on a une réglementation du XXe siècle, alors que là, on est en train de parler du futur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de contexte réglementaire correct en France, les gens vont faire l'innovation ailleurs. Et après, on va se retrouver avec on va refaire le coup du Minitel. Le Minitel, c'était une super bonne idée, mais on n'a pas su se remettre en question. Donc, le fait qu'on ne se remette pas en question fait qu'on perd du temps. Et après, les startups, les entreprises, elles vont faire ailleurs l'innovation. Mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que les gens qui peuvent pas faire développer du solaire parce qu'ils sont dans un immeuble, etc. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que le principe du community solar aux États-Unis. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire, tous ceux qui peuvent pas faire du solaire chez eux, on va faire une centrale solaire collective, justement, et on va vous donner la possibilité de louer, de participer à ce projet. Donc, oui, effectivement, c'est un modèle qui est intéressant de développer. Après, nous, chez CVE, ce qu'on essaye de développer, justement, c'est des projets de territoire qui vont petit à petit s'affranchir des subventions publiques. Et donc, on commence à développer des projets qui sont sans soutien public, qui sont hors appel d'offres creux sur le territoire français, qui sont par contre en lien avec le territoire et qui, je pense, des PPA. C'est ce qu'on peut appeler, effectivement des PPA. On a notamment 3 projets là qui sont en cours. On en a un premier à Bissé sous Cruchot qui est sorti là, qui est rentré en production en avril 2021, qui représente une puissance de 5,5 mégawatts. C'est du solaire? C'est du solaire, ouais, tout à fait. Et on a fait ça donc vraiment en lien avec le territoire. C'est un projet qu'on a construit avec le territoire. On l'a fait en partenariat avec Énergie Partagée et on vend l'électricité à Enercop, qui ensuite propose aux habitants du territoire une électricité produite localement. D'accord, donc vous avez un PPA, donc c'est un PPA comment? C'est un PPA direct que vous faites avec Enercop ou vous passez, est-ce que Enercop ils sont agrégateurs? Enfin, c'est eux qui font l'agrégation? Enfin, comment on passe par un agrégateur. On passe par un agrégateur et par Enercop. Ouais, voilà. Donc, et ce type de modèle, on l'a reproduit sur des centrales qui sont pas encore en exploitation, mais on a 2 projets. On a un projet à Malmort, à côté de chez nous, à côté de Salon-de-Provence, là, de 2,7 mégawatts, qui a été fait en lien
avec la métropole d'Aix-Marseille sur un ancien site d'enfouissement technique. Et là, c'est le même modèle, c'est-à-dire qu'on développe le projet, on fait un partenariat on vend l'électricité à Enercop et via un agrégateur, et ce qui nous permet ce qui permet à Enercop de commercialiser de l'électricité produite localement aux citoyens du territoire. Et on en a encore un troisième à Dreux, donc plus au nord, qui fait 5,5 mégas. Et là, c'est pas Enercop, c'est la régie électrique locale qui nous rachète l'électricité. Donc, nous, on voit ce type quand même de projet qui commence à se développer, qui ont un intérêt pour le territoire. On le fait systématiquement avec des associations du territoire et qui vont nous permettre petit à petit de sortir de ce modèle subventionné. D'accord. Et du coup, c'est confidentiel le prix à laquelle vous vendez à Enercop? C'est confidentiel? Oui, c'est confidentiel, oui. D'accord, OK. Bon, moi, je pars du principe qu'il y a pas de questions indiscrètes, il y a que des réponses indiscrètes. Oui, bien sûr. Donc du coup, OK. Donc si quelqu'un a l'info sur ce qui nous écoute, mettez-le en toute confidentialité sur ce café débat. Non, OK. Non, mais je comprends, en fait, mais ça veut dire que si Enercop le fait, c'est que ça rentre dans sa fourchette de tolérable. Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est un opérateur extrêmement militant à Enercop, qui vend plus que de l'énergie, qui vend tout un état d'esprit, une philosophie, et qui est capable effectivement pour créer de l'énergie, de l'emploi local, de la solidarité locale, qui est prêt effectivement à expliquer à ses clients que ça a un coût de pouvoir être plus vertueux, et que effectivement c'est quelque chose qui est un peu en avance de phase, parce qu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'Enercop malheureusement sont obligés de vendre un peu plus cher que les autres, mais je pense que demain, avec la baisse des taxes, on devrait pouvoir avoir une énergie vertueuse pour tout le monde, quoi. Oui, et en fait, tout ça, c'était aussi pour dire que je pense que la solution, elle vient aussi des citoyens du territoire. Nous, on a fait réaliser là un sondage par Opinionway qui nous dit que 70% des Français estiment que les collectivités locales doivent contribuer à la transition énergétique en choisissant des solutions d'énergie verte locales. On a 68% des Français qui soutiennent la production d'énergie verte en circuit court. Donc, je pense qu'on a une vraie demande de la part des consommateurs, en fait, des citoyens consommateurs d'énergie, qui font qu'on va pouvoir développer des projets. Et nous, pour répondre à cette demande, même sur des modèles subventionnés, alors ça peut être polémique, mais on travaille avec des fournisseurs, donc notamment Bulb, pour ce qu'on appelle le B2C, donc pour les consommateurs monsieur et madame tout le monde, et Endesa pour les consommateurs industriels, pour leur permettre de commercialiser de l'électricité avec nos garanties d'origine. Alors, c'est des parcs qui sont subventionnés, c'est-à-dire qu'ils auraient existé même sans Bulb et Endesa. Mais on voit qu'il y a des citoyens qui accordent une valeur au fait de dire, tiens, mon électricité que j'achète et que je consomme, elle vient de cette centrale à côté de chez moi. D'accord. Et voilà, je pense que ces petits signaux faibles qu'on voit avec ce développement d'offres, ça montre que je pense que le changement, il viendra aussi des territoires. Donc, il ne faut pas que compter sur l'État. D'accord. Et donc, vous, toi qui as bien analysé le citoyen, quelles sont ses attentes au citoyen? Donc, tu dis, le local, ça a du sens, le vert, ça a du sens. C'est quoi les autres attentes? T'en as d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. Alors, je pense qu'on a tous constaté que le citoyen, nous, en fait, même moi, et toi probablement aussi, Grégory, on a besoin on demande de la traçabilité, quel que soit le type de produit qu'on consomme, que ce soit sur la nourriture, on l'a vu avec le boom absolument fantastique de l'application Yuka, ou même le textile, où on commence à regarder d'où ça vient. On a un besoin de traçabilité et on a besoin, c'est une vraie volonté sociétale de savoir d'où vient notre énergie et comment elle a été produite. Donc ça, c'est vraiment un premier besoin, une première attente citoyenne. Une deuxième attente citoyenne, c'est probablement que ces projets, surtout quand c'est des gros projets de développement solaire ou éolien, ils rapportent aussi de l'argent et des emplois au territoire. C'est-à-dire que nous, on le voit de plus en plus, ces externalités, il faut qu'il y ait des retombées économiques sur le territoire. Et ça passe par l'emploi, la réinsertion. Nous, on essaye au maximum, à chaque fois qu'on développe des projets, de prendre des entreprises locales pour la construction, l'exploitation, la maintenance des projets. Il faut qu'il y ait un vrai sens territorial au projet, donc emploi. On essaye aussi de travailler avec des associations pour faire de la réinsertion.
Et également, je pense que les consommateurs ont besoin d'informations sur le véritable impact environnemental des projets. C'est-à-dire que maintenant, ça suffit plus de dire le solaire, c'est bon, c'est du solaire, ça coche la case, c'est vert et hop. Non, maintenant, on a besoin, et c'est tout à fait normal, de montrer que on a une approche qui permet de réduire l'empreinte carbone du kilowattheure électrique solaire produit, d'avoir un impact positif sur la biodiversité, etc. Donc, je pense que les attentes citoyennes, elles sont fortes, mais c'est tant mieux d'avoir des retombées économiques, d'avoir un impact environnemental positif et prouvé, et de pouvoir participer au projet. Et donc ça, c'est peut-être le dernier axe. Nous, mais comme beaucoup, on propose le financement participatif de nos projets pour favoriser l'ancrage territorial des projets. Voilà, on propose du financement participatif aux citoyens du territoire. Et on n'est pas les seuls, puisque je crois qu'en 2020, il y a 100 millions d'euros de financement, qui ont été levés par financement participatif en France sur les énergies renouvelables, et 2/3 des projets financés qui étaient du solaire. Donc, on n'est pas les seuls, clairement, mais voilà, ça montre aussi que les citoyens ont envie d'être partie prenante de l'ensemble de ces projets et sont exigeants. Okay. Ils sont exigeants, mais c'est vrai qu'en France, on est un des pays où les Français souscrivent le moins d'énergie verte par rapport à nos pays européens. Je crois qu'on est assez faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ADEME s'était un petit peu inquiétée, parce qu'il y avait beaucoup de greenwashing autour des certificats des garanties d'origine. Des garanties d'origine qui sont un peu du bullshit, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui achètent du nucléaire, qui achètent des garanties qui viennent de Norvège ou de très loin, et qui ne sont pas forcément liées, même pas interconnectées des fois avec nos réseaux, et qui disent non mais rassurez-vous, c'est du vert. Donc du coup, voilà, il y a une défiance quand même du Français, parce qu'il se dit non mais quand même, et du coup au final il n'achète pas d'énergie verte parce qu'il dit non mais c'est n'importe quoi. Et les Français, je pense qu'il a aussi besoin d'un prétexte pour pas, c'est comme pour voilà. Plein de gens qui disent non, je prends pas bio parce que il y a un peu de pesticides dans l'air, donc c'est pas du vrai bio. Donc c'est souvent des gens qui ne s'imiteront jamais au bio, quoi, parce qu'ils cherchent toujours le petit prétexte pour pas ils attendent que ce soit parfait. C'est le côté un peu français. Mais c'est vrai qu'on vient de loin, et là, il y a, je sais pas si tu avais suivi, il y a eu une réglementation qui fait une normalisation des appellations autour de l'énergie verte, qui a été lancée par l'ADEME pour essayer de classifier ces énergies vertes. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ça du coup? Oui, avec les différentes étoiles, justement. Donc, effectivement, en fait, il y a, comme tu dis, quand on se dit je me fournis à l'énergie verte, ça peut être un peu. Il y a un gros éventail. Ça peut être des garanties d'origine qui viennent de je ne sais où. Ça peut être des garanties d'origine ciblées qui viennent d'un parc à côté de chez nous. Donc, c'est ce qu'on essaye de développer avec qui a de la valeur. Qui a de la valeur, voilà, mais qui a peut-être un peu moins de valeur que d'avoir vraiment un parc solaire qui a été développé pour répondre à une demande, c'est-à-dire d'avoir un parc solaire additionnel. Et donc, on le voit avec le développement des PPA aujourd'hui, il y a aussi cette recherche d'avoir une additionnalité, c'est-à-dire les entreprises qui signent un contrat PPA solaire, elles le signent pour stabiliser leur prix sur la durée, certes, mais aussi pour dire, grâce à moi, il y a ce site solaire qui a émergé du sol et qui est additionnel par rapport au paysage énergétique français. Ok. Alors, tu as suivi un peu la démarche de Google, qui est aujourd'hui, Google, ils sont à 100% énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'ils sont capables de démontrer depuis maintenant 3 ans que 100% de leur énergie est c'est une Française qui est à la tête de ça chez Google, c'est Maud qui s'occupe de ça. Donc, c'est bien de voir que les Françaises, elles sont à travers le monde en train d'essayer les plus gros GAFA à essayer d'être écolo. Donc, c'est chouette. Donc du coup, ils ont ce gros chantier effectivement de dire voilà, pour l'instant ils ont déjà sur une année 100% de l'énergie qui est consommée par les serveurs de Google est produite en énergie renouvelable. Ils peuvent le démontrer, mais par contre effectivement il y a certains moments ils produisent plus d'énergie renouvelable qu'ils en consomment. Donc les centrales à charbon, centrales à gaz, des fois nos requêtes sur Internet sont malheureusement alimentées par ce genre de générateurs d'effet de serre, effectivement de production de CO2. Et le projet de Maud, effectivement, c'est de dire effectivement, aujourd'hui, il y a plein de moments dans l'année où c'est très carboné notre consommation, et que même sur une année, c'est équilibré. Donc l'idée, c'est d'arriver, Google a l'ambition de dire 7/7, 24/24, de pouvoir garantir que 100% de nos serveurs du 1er janvier au 31 décembre sont en énergie verte.
est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a de la valeur pour un citoyen aujourd'hui, ça? Est-ce que si demain une offre était forcément plus chère que les autres, mais qu'elle faisait ça, est-ce que tu penses que ça serait intéressant? Parce que souvent, enfin moi je sais que je me coltine quand même pas mal de trolls du nucléaire, trolls du fossile, etc. sur les réseaux. Ils disent oui, mais vous les énergies renouvelables, vous êtes des passagers clandestins du réseau. C'est-à-dire que le jour il y a du vent, du soleil, alors vous êtes bien content d'utiliser votre énergie, mais le lendemain, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, vous êtes bien content d'être à l'arène, d'aller chercher de l'énergie nucléaire, etc. Donc du coup, vous n'êtes pas vraiment honnête parce que le vent et le soleil, c'est bien quand ça vous arrange, et quand ça vous arrange pas, donc alors que cette offre-là, qui serait 7-7, 24-24 énergie renouvelable, donc ça veut dire que ce ne sera pas que du solaire, ce ne sera pas que de l'éolien, mais ce sera un mix, hein, peut-être avec du gaz aussi. Stockage aussi, peut-être. Peut-être stockage. Là, au moins, on peut dire, non, mais nous, cette offre-là, elle est indépendante du gaz et du charbon parce qu'elle s'équilibre elle-même heure par heure sur toute l'année. Donc, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, vous réfléchissez? D'abord, est-ce que ça a une valeur marché? Parce que ça ne sert à rien de travailler en France, on est champion pour travailler sur plein d'idées qui n'ont pas de valeur marché, mais est-ce que tu penses d'abord que ça a une valeur marché? Et si ça en a une, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être réaliste et qui peut se développer? De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, au début de ce débat, de toute façon, il va falloir qu'on fasse avec un mix électrique qui aura une immense part d'énergie renouvelable, dont des énergies intermittentes. Donc, de toute façon, en fait... non, c'est pas intermittent, excuse-moi de te couper, c'est fluctuant. Dont fluctuant. La langue a fourché. Non, parce que c'est une guerre de la communication. Tu vois, les gens, les pros nucléaires, ils disent énergie fatale. Parce que c'est comme si c'était une énergie qui allait nous tuer, quoi. Donc, non, donc les mots sont super importants. Donc, c'est pas une énergie intermittente. Intermittent, c'est-à-dire c'est arrive brutalement, sans prévenir, et qui est imprévisible. Une voiture va tomber en panne de manière intermittente. Alors qu'une énergie renouvelable, l'éolien ou solaire, c'est parfaitement prévisible. Et tu fais toi-même, tu prévois à plusieurs jours ta production d'énergie. Donc, c'est pas subi, quoi. Alors qu'une centrale nucléaire qui tombe en panne brutalement, ça, c'est intermittent. Oui, si tu veux, tu peux dire intermittent prévisible ou fluctuant, effectivement. Enfin, en tout cas, où on fait face à une courbe de production qui n'est pas constante tout au long des 24 heures de la journée. Et donc, de toute façon, il va falloir. Je veux dire, c'est même pas une question de est-ce qu'il y a un modèle économique. En fait, il faut, de toute façon, il va falloir qu'on investisse dans des moyens pour pouvoir créer ces mix 100% ou 50% ou 70%, ça dépend des scénarios de RTE, justement, renouvelables. Et du coup, moi, je pense qu'il va y avoir du développement du stockage, qu'il soit par batterie, hydrogène, STEP, qui vont nous aider. Et puis, tout ce qui est véhicule électrique, effectivement, qui joue le rôle de petits points de stockage partout sur le territoire, qui vont nous aider à construire les modèles de demain. Et que peut-être qu'aujourd'hui, un peu comme sur le solaire, ce qu'on a observé il y a 10 ans, c'était pas tout à fait rentable, mais on a observé, grâce à l'industrialisation et à l'essor de cette énergie, des baisses des coûts qui sont quand même assez faramineuses. Je pense que sur ces autres types d'énergie, sur ces autres technos, que sont le stockage par batterie, le stockage par la production d'hydrogène vert, les véhicules électriques, on va observer le même type de courbe. Mais ce que je veux dire, c'est que tout projet d'infrastructure d'énergie, depuis la nuit des temps, a nécessité depuis la nuit des temps, depuis la révolution industrielle, c'est pas tout à fait la nuit des temps, a nécessité des subventions au départ. Parce que c'est des grosses infrastructures, il faut payer le capex au départ. Donc, ça a nécessité des grosses subventions au départ. Mais la question à se poser, c'est quel est le modèle qu'on veut pour demain, en fait. Et du coup, quelles sont les technologies sur lesquelles on doit travailler. Et le travail de Google, de précurseur un petit peu comme ça, qui commence à poser les bases des modèles, c'est très bien. Ça nous inspire et ça permet justement à ces technologies de commencer à émerger et de commencer à faire baisser leurs coûts. Exactement. Ok, très bien. Du coup, l'Europe, elle nous aide, elle nous freine sur la transition énergétique? Je vais pas taper dans le non, l'Europe, non, mais je ne veux pas taper, je suis en train de me parler sans langue de bois, ce que tu penses. Non, mais sans langue de bois, par rapport à ça. Bon, moi j'ai mon avis, je veux connaître le tien. Oui, voilà, sans langue de bois, je pense que l'Europe a pris conscience de l'urgence climatique, a fixé des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Après, moi personnellement, je trouve que le plan de relance, cette formidable opportunité qu'on a avec cette crise et du coup d'opérer une relance verte, a été un peu timide sur la partie changement, verte. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, d'ailleurs, je crois qu'il y a une tribune qui est sortie récemment à signer pour dire non, refléchons l'ensemble du plan de relance vers des technologies vertes. On a une urgence climatique, il faut aujourd'hui qu'on y réponde. Donc arrêtons de subventionner
projets qui ont un impact négatif sur l'environnement et sur le changement climatique et allons investir dans les énergies vertes et pour les rendre encore plus vertueuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'entends les remarques qui disent oui, mais alors les panneaux solaires, c'est produit en Chine pour la plupart, etc. Bah, allons-y, relocalisons. Et justement, l'Europe doit nous aider. Il y a la European Solar Initiative là, qui a été montée il y a quelques mois aussi, qui vise justement à relocaliser cette industrie solaire et à rendre notre continent encore plus résilient d'un point de vue énergétique. Mais c'est un problème de budget, ça. C'est pas un problème technologique. La technologie, elle est européenne. On sait fabriquer des machines. Toutes les machines que les Allemands fabriquent, elles savent très bien fabriquer des panneaux solaires. C'est juste parce qu'en fait, aujourd'hui, comme chaque génération de machines coûte de moins en moins cher, quand on commence à mettre 1 milliard pour produire une centrale, il faut mettre 1 milliard tous les ans pendant 20 ans. Et donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, la finance n'est pas prête à investir 20, 30, 50 milliards pour pouvoir produire un panneau en France. Donc, préfère laisser faire les Chinois. Donc, c'est la finance, c'est la clé, hein. C'est dommage, hein. Enfin bon, mais c'est comme toujours, ouais. Ouais. Comme Et toujours. La France n'est plus un pays industriel. Enfin, aujourd'hui, tu regardes l'industrie, elle s'implante plus en France, donc ça me semble un peu compliqué quand même. Autant je suis optimiste sur plein de sujets. Refaire des panneaux solaires en France. Non, mais ouais, j'ai du mal parce que moi, ça fait 20 ans que nous, on milite pour le faire. Et à chaque fois, on nous explique que bah, non, c'est trop cher et que l'État français n'a pas les moyens d'investir autant d'argent dans une production industrielle. Après, pour avoir fait l'analyse du cycle de vie d'une centrale solaire photovoltaïque, en fait, l'impact du transport est minime. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est à moins de 10% de l'empreinte carbone qui est liée au transport. Donc, si la Chine, en fait, se verdit, ou si d'autres pays de production se verdissent, finalement, il faudra qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut, finalement. Oui, mais c'est un problème de résilience, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'effectivement, même s'il n'y a pas de coûts environnementaux, il y a quand même un coût de résilience. Et que le jour où les Chinois disent bah non, finalement, le panneau, c'est pas ça, c'est 2 fois plus. Et puis, comme on n'a plus d'usine en Europe, on va dire bah, merci, on va payer, quoi. Ok, et le temps file. Absolument. 19h25, il nous reste 5 minutes avant la fin de cet échange. Alors, un sujet que j'avais abordé tout à l'heure rapidement et je voudrais effectivement avancer. Donc, effectivement, vous développez des projets, vous les construisez, ensuite vous commercialisez auprès de fournisseurs d'énergie. Est-ce qu'un jour, on pourra acheter directement son énergie à CVE en tant que particulier ou vous allez jusqu'au bout de la chaîne ou vous resterez à la partie production Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que ça a du sens d'abord? Est-ce que c'est intéressant ou pas du tout? Bah, je pense que c'est toujours intéressant de se rapprocher du consommateur pour bien comprendre ses besoins et pouvoir y répondre. Nous, aujourd'hui, on travaille en partenariat. On a développé une offre qui s'appelle Respire, qui est une offre justement de fourniture, entre guillemets, puisqu'on n'est pas fournisseur d'énergie verte, mais typiquement sur de l'autoconsommation, bah, on va fournir directement en fait l'électricité. Donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires et puis demain, on verra si on se rapproche encore plus. D'accord, très bien. Si tu étais ministre de l'énergie, c'est quoi tes 3 premières mesures là? Là, tu nommes ton cabinet et tu te dis voilà, ok, allez les gars, allez, c'est bon, j'ai un truc là, il faut un truc qui coûte pas trop cher et qui soit super efficace pour tout le monde, pour la transition énergétique. Alors, pas trop cher. Alors bon, évidemment, j'ai plein de mesures en tête. J'en ai donné une qui est de réfléchir le plan de relance. Imagine, je suis Premier ministre et je te dis Marion, la première, c'est quoi? Si j'en fais qu'une, c'est laquelle? Moi, je pense qu'il faut remettre sur la table la taxe carbone. Alors, il faut faire une taxe carbone sociale, c'est-à-dire qui est redistributive, qui permet de justement mettre en œuvre cette solidarité entre les citoyens français. Mais il y a un moment donné, de toute façon, dans les différentes études qu'on peut lire, en fait, c'est les plus riches qui polluent le plus. Donc, normalement, cette taxe carbone, elle devrait plus affecter les personnes qui ont les moyens de la payer. Donc, moi, je pense que, première chose, je remets au goût du jour la taxe carbone en la rendant sociale et redistributive. Deuxième mesure, voilà. Allez. Deuxième mesure, j'interdis les publicités, ou en tout cas, je taxe, ça c'est pour me rapporter de l'argent, je taxe les publicités pour des projets qui sont pour des produits qui sont notoirement polluants. Peut-être je les taxe proportionnellement à leur impact sur l'environnement. Ok, tu m'as convaincu, tu as le droit à une 3e mesure.
Et ben, je rajoute, alors nous, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais on fait face à des problématiques de métiers en tension sur les énergies renouvelables. Donc, la Oui. formation, c'est super important. Ça commence dès le plus jeune âge pour sensibiliser l'ensemble des citoyens au changement climatique. Et ça continue avec une formation de qualité. Justement, tu disais, on perd nos compétences industrielles. Bah, justement, on renforce la formation sur les sujets associés aux énergies renouvelables. OK. Marion, dernière question. Alors la question un peu qu'on pose, tout le temps, un café débat, même avec des gens très différents. C'est, parmi tes convictions, les choses dans lesquelles vraiment tu es sûre à 100 que c'est comme ça que ça va se passer, c'est que tu en es vraiment certaine absolument. Laquelle de tes convictions, est la moins partagée par ton entourage et par les gens en général? Et à chaque fois tu dis: «Non mais c'est pas vrai, vous avez pas compris ça, mais c'est super évident, c'est comme ça» et à chaque fois tu es obligée de te battre pour, argumenter et à la fin les autres te disent: «Ouais, ouais Marion, ouais, ouais, tu as peut-être raison, mais bon, Alors, je suis moi, vraiment je pas convaincue». crois, comme tu l'as vu, je suis assez profondément optimiste. Et Ouais, je crois pas mal en l'homme, en fait. Et donc, je suis assez d'accord. convaincue qu'à partir du moment où l'être humain, notre voisin, sera informé de la manière exactement, précisément, dont est produit leur énergie, dont est gérée leur eau, de ce que deviennent leurs déchets, ben, naturellement, sans qu'il y ait besoin de signal prix, prendra des bonnes décisions. Je prends un exemple, moi, j'ai un petit garçon qui a 3 ans, qui me demande tous les jours, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les déchets après, une fois qu'on les a mis à la poubelle? Et je lui explique, et il dit, bah, enfin voilà, il pose plein, et ça amène plein d'autres questions. Mais je pense que si on gardait cette curiosité et si on était informé plus précisément, bah, on prendrait des bonnes décisions. OK, super Marion, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ça, c'était super intéressant et puis, donc, on va faire le montage demain et ça sera en direct sur Spotify et YouTube demain. Merci beaucoup Marion. Bonne soirée. Merci Grégory, bonne soirée à tous. Au revoir.